Alors bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Franc-Maçon. Je m'appelle Gab Masson et on est de retour avec un autre épisode de mon podcast où est-ce qu'on ne se parle pas seulement dans le blanc des yeux, mais on essaie de pousser ça un peu plus loin et on se parle dans le franc des yeux avec mes invités pour essayer de comprendre avec un peu plus de franchise l'univers, le monde, la réalité dans laquelle on se trouve sous différents angles, tout le monde ensemble ici pour essayer de faire du sens du monde dans lequel on essaie d'évoluer tant bien que mal présentement. Étant donné qu'on s'intéresse au mécanisme, si on veut, de la réalité, comment fonctionne le monde, comment réfléchir à notre place dans le monde ici, un peu peut-être à la physique des fois de l'univers, sans prétention bien sûr, on essaie de comprendre comment, entre autres, fonctionne le corps humain dans cette réalité. Je me souviens encore, lorsque j'ai débuté mon cheminement personnel sur, disons, la quête peut-être d'un retour de gain de santé, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fonctionnait pas dans mon corps pour améliorer ma santé en général, eh bien, un des livres que j'ai trouvé qui a eu un énorme impact, je dirais, sur ma compréhension du monde et ma place dans celui-ci, et pour essayer de comprendre comment je pouvais changer des habitudes et faire travailler, si on veut, mon bien-être corporel, c'est le livre suivant ici, que je présente pour les gens qui sont en vidéo. Alors, ça s'appelle L'architecture du corps humain vivant. C'est un livre par l'auteur principal, Jean-Claude Guimberteau, qui sera notre invité aujourd'hui. Et sans en aller trop loin, je veux juste vous montrer aux gens qui sont en vidéo quelques images rapides de ce qu'on appelle le tissu vivant, le tissu connectif peut-être, le fascia. On va essayer un peu de faire la lumière sur ces termes aujourd'hui avec notre invité. Et donc, pour les gens qui sont en audio, donc on voit une espèce de système de lignes tendues, de cordes en tension qui semble être à l'intérieur du corps humain. Et c'est pas quelque chose qu'on a eu l'habitude de voir en général lorsqu'on travaille à l'école et qu'on apprend sur la biologie, l'anatomie, des choses comme ça. Donc, ça m'a apporté vraiment une autre compréhension du corps humain et ça a été très pratique pour moi. C'est pas tous les jours au podcast dans le franc des yeux qu'on reçoit un grand cousin français au podcast ici en direct du Québec. Alors pour me préparer et asseoir tout le monde, je me suis mis dans le mood un peu, dans l'ambiance et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour ça. Alors j'ai écouté la deuxième partie de la trilogie des Trois Mousquetaires, Milady de Winter, pour question peut-être de remonter un peu dans mon champ morphogénétique personnel, historique, canadien-français, jusqu'au 17e siècle, justement à la période où nos ancêtres, supposément, ont quitté la France pour venir s'établir en Nouvelle-France, ici à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent, et donner naissance à mon petit être ici 400 ans plus tard. En écoutant le film, que j'ai d'ailleurs adoré, selon moi, très subjectif, mais pour moi, c'était encore meilleur même que la première partie, j'ai trouvé, eh bien, je me suis dit que c'était parfait de voir D'Artagnan et les mousquetaires parce que j'ai l'immense honneur aujourd'hui de recevoir en quelque sorte un mousquetaire, peut-être des temps modernes, mais à défaut d'utiliser son épée pour délier les énigmes et les tragédies rocambolesques du royaume de la France, il utilise son scalpel et ses bistouris ainsi que des caméras haute définition pour découvrir les mystères du corps humain et de la vie. Hein? Alors, en toute franchise, tout le monde, il possède quand même, je dois le dire, c'est un compliment, monsieur, une moustache pour être peut-être nommé le mousquetaire du tissu vivant. Alors, voici tout le monde, le docteur Jean-Claude Guimberteau. Monsieur Guimberteau, bienvenue au podcast Dans le franc des yeux. Est-ce que vous êtes prêt à avoir une petite discussion sur le tissu vivant aujourd'hui? Bien sûr, avec plaisir, avec plaisir. Excellent. Alors, après cette mise en contexte, écoutez, comme je vous disais, juste avant de commencer, M. Guimberteau, premièrement, un immense merci, je veux le répéter pour tout le monde. Pour moi, je considère que c'est vraiment un privilège d'avoir la chance de parler avec un scientifique comme vous, non seulement d'expérience, mais qui a des travaux qui apportent vraiment une réflexion nouvelle. En tout cas, j'imagine, je ne sais pas à quel point c'est nouveau pour tout le monde, mais pour quelqu'un comme moi, du grand public, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait renouveler ma vision du corps humain et de comment essayer de réfléchir à ma place dans le monde. Donc, vraiment, merci. C'est un grand privilège qu'on a ici. Et je vais tout de suite, avant qu'on aille plus loin, M. Guimberteau, partager mon écran et montrer environ 50 secondes d'une vidéo que vous avez, parce que dans votre livre que j'ai montré, il y a également un DVD et il y a énormément de matériel audio-vidéo là-dessus et ça a été mis sur YouTube aussi. Donc, pour les gens qui veulent avoir juste une image de quoi on parle ici quand on parle du tissu vivant, je vais aller partager mon écran si vous me le permettez. Donc, c'est ici, voilà. Et
Donc, il y a votre voix qui fait une narration, donc on va laisser jouer. Et juste après, je vous inviterai à nous faire un résumé et commenter un peu qu'est-ce qu'on a vu ici, M. Guimberteau. Donc, c'est parti pour tout le monde. Donc, pour les gens en audio, encore une fois, on est sur la chaîne YouTube de Jean-Claude Guimberteau et la vidéo ici de 1 minute s'appelle Exploration du corps humain 480 par 270. Laissons-le glisser vers ces fibrilles opalescentes, longues ou courtes, avec des vaisseaux sanguins aux formes variées, dans ces zones entourant les muscles. C'est ce que l'on appelle l'épimysium. Les fibres épimysiales sont en continuité vers la surface de la peau et se confondent dans l'hypoderme, comme nous l'avons déjà décrit dans le film Le passage de l'épiderme. Mais elles pénètrent aussi, se mélangent, s'associent, se dissocient et s'enfoncent au plus profond du périmysium, séparant les faisceaux de fibres musculaires. Il semble évident, outre la beauté, ce qui n'est pas négligeable, que tout est lié, tout est en continuité. Il n'y a pas de rupture de continuité dans la matière vivante, pas de lame, pas de lamelles, pas de couches et sous-couches sorties de rien. L'épimysium et le périmysium sont des structures en continuité. Quant à l'endomysium qui colle les cellules musculaires entre elles, sa finesse fait que l'on peut tout juste le deviner à l'endoscopie. Alors, j'arrête le partage. Ici. Monsieur Guimberteau. Oui. Alors, vous dites dans ce court extrait qui est magnifique, premièrement, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de continuité, tout est connecté. Donc, pouvez-vous, encore une fois, faire un résumé un peu de qu'est-ce qu'on vient de voir ici à la lueur de vos décennies, j'imagine, d'études scientifiques sur ce sujet, et qu'est-ce que vous voulez dire par là dans le terme « il n'y a pas de rupture » dans ce qu'on a observé ici? Alors, tout d'abord, merci de votre invitation. J'y ai répondu parce que vous avez un esprit de curiosité qui m'intéresse. En même temps, vous êtes, c'est pas pour vous flatter, mais j'aime beaucoup le Québec. J'y suis venu plusieurs fois. J'y ai quelques amis. Et pour répondre à votre question, en fait, dès le départ, si vous voulez, je n'avais aucune prétention à trouver quoi que ce soit. Ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de comprendre comment les tendons, que ce soit au niveau de la main, ou bras, avant-bras, ou la jambe, pouvaient glisser. Parce que quand on est chirurgien, on est confronté très souvent à un besoin de rétablir le glissement des tendons après des traumatismes, des accidents. Et rétablir le glissement n'est pas facile sur le plan technique. Et donc, pour essayer d'améliorer ma technique, mon procédé chirurgical, j'ai essayé de mieux comprendre comment les tendons glissaient, parce que à l'université, on vous apprend des choses qui sont assez simplistes finalement. On vous apprend qu'il y a une gaine qui entoure le tendon et que ça glisse à l'intérieur. Bon, vous acceptez. Et finalement, quand vous opérez, vous trouvez que c'est pas vraiment comme ça. Ça semble un peu plus compliqué. Alors, comme j'avais quand même des difficultés avec tous les procédés de reconstruction des glissements tendineux, je me suis dit, je vais prendre un microscope au début, et puis ensuite un endoscope, pour essayer de voir ce qui se passe. Et là, j'ai découvert quelque chose pour laquelle je n'étais pas vraiment préparé, c'est-à-dire j'ai découvert un monde de fibrilles, de cellules, et surtout un monde irrégulier. C'est-à-dire que vous vous trouvez en face d'un fouillis de fibrilles, et ce fouillis de fibrilles assume l'efficacité absolue du glissement. Et ça, c'est quelque chose à laquelle on est mal préparé, parce que en général, on considère que le glissement, l'efficacité, sont les fruits d'une organisation bien huilée, bien faite, linéaire, géométrique, mécanique. Eh bien là, non. Finalement, non. Donc, les questions étaient quand même comment je peux arriver à comprendre ce monde de fibrilles qui me donne le résultat parfait pour le glissement et qui pourtant a une organisation totalement chaotique. Il y a des fibres partout dans les 3 dimensions de l'espace. Ouais. Et donc ça, c'est une question fondamentale et qui vous fait rentrer immédiatement dans une logique
qui est différente de celle que vous avez apprise à l'université et qui élargit le monde dans lequel vous êtes, c'est-à-dire qu'après tout, le fonctionnement de la matière à l'intérieur du corps n'est peut-être pas soumis aux lois et aux règles de l'espèce humaine, mais répond à des règles qui sont les règles de la nature en général et que nous-mêmes, humains, nous apprenons pas toujours, en particulier en médecine. Voilà, donc ça a été le début d'une aventure, parce que ce fut vraiment une aventure, et ça l'est toujours, et que j'essaye de partager, comme je fais ce soir avec vous, pour faire comprendre que eh bien, tout ne se passe pas comme l'humain le pense. Certainement. Et si je peux me permettre, on était dans quelles années au moment où vous avez décidé, en fait, de sortir les outils de mesure un peu plus précis et d'aller Écoutez, visualiser directement? Et est-ce que vous avez tout de suite eu, disons, l'intérêt pour aller dans le vivant ou vous avez commencé à étudier ce tissu connectif de fibrilles plutôt dans l'aspect mort, si on veut, ou de cadavre avant de passer au vivant? pas vraiment, parce que quand vous êtes chirurgien, vous apprenez la chirurgie, bien sûr, sur le cadavre, vous apprenez l'anatomie pour bien la connaître, mais on s'intéresse aux gros organes, c'est-à-dire on s'intéresse à la vésicule biliaire, on s'intéresse au système digestif, aux poumons, à la thyroïde, donc à des structures, des organes, pour pouvoir bien les disséquer, bien les discerner. Et puis après, vous avez l'apprentissage chirurgical avec un chirurgien senior qui vous montre comment il faut faire. Et là, vous devenez chirurgien petit à petit, vous savez bien faire les choses. Mais finalement, notre éducation en tant que chirurgien, elle n'est pas, si vous voulez, orientée vers le monde microscopique. On est dans le macroscopique quand on est chirurgien. Et moi, je me suis intéressé au microscopique, mais finalement, quand j'y réfléchi, très tôt, d'abord, j'ai été passionné dans les années 75 par les premiers appareils de photo qui venaient du Japon, qui étaient disponibles, et avec l'apparition de bagues à longe pour faire de la macro. Et puis, à partir des années 85, 90, nous avons eu des microscopes qui étaient solidaires du plafond, mais de la salle d'opération, qu'on pouvait bouger et qui nous permettaient de faire, pendant l'intervention, des prises de vue de très près. Un peu comme une lumière de dentiste, peut-être qu'on peut bouger comme ça en haut du patient? Absolument. OK. Alors, la qualité n'était pas extraordinaire, parce qu'il faut se replacer, c'est il y a 30 ans. Hein. Et à partir des années 95, sont apparus des endoscopes, c'est-à-dire, il y en avait déjà depuis pas mal de temps, mais à un niveau, pour le chirurgien tout venant que j'étais, que je suis, on pouvait accéder à des endoscopes et on pouvait mettre des petites caméras. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à filmer, mais la qualité n'était pas bonne. Elle n'était pas très bonne. Bien souvent, les images, c'était du 72 dpi, c'est-à-dire très pixelisé, on ne pouvait pas les agrandir. Mais j'ai découvert ce monde de fibrilles à ce moment-là. Et ce sont les progrès techniques qui ont permis de confirmer ce que j'avais vu, les progrès techniques, c'est-à-dire des endoscopes de contact, des caméras haute définition. Maintenant, ça s'est encore amélioré, et des grossissements qui me permettaient d'avoir, grâce à la haute définition, des accès à une multiplication par 100 facilement. Donc, quand vous regardez des structures qui font 10 microns, 8 microns, 5 microns parfois, eh bien, vous commencez à avoir une connaissance des choses. Et là, vous êtes, comme j'étais chirurgien et que je le faisais sur des patients pendant les interventions, là, vous observez le vivant, c'est-à-dire la connaissance que vous obtenez n'est pas une connaissance livresque ou une connaissance en laboratoire ou une connaissance au laboratoire d'anatomie ou
au laboratoire, je veux dire, d'études histologiques des tissus. Non, c'est une connaissance dans le vivant. Et j'ai compris que la connaissance que j'avais obtenue à l'université, elle n'était pas fausse, mais elle était incomplète. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai décidé de poursuivre toutes ces investigations pour améliorer ma connaissance et essayer de faire en sorte que le procédé chirurgical que j'allais développer et améliorer serait sous-tendu par ces nouvelles observations. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Certainement. Juste pour aller un petit peu plus loin dans votre histoire personnelle, donc là, vous parliez de 1975 déjà. Donc, est-ce que je peux vous demander à quelle année vous avez terminé vos études? Et puis, vous, en fait, dès votre jeunesse, vous avez eu un intérêt pour l'aspect médical, l'aspect chirurgical, ou c'est quelque chose que vous avez fait en vous laissant des portes ouvertes et puis en disant j'ai les notes et puis ça semble être un métier où il y a de l'avenir ou Non, non, au début, je ne voulais pas être chirurgien. J'étais, je sais pas, je devais avoir 15, 16 ans, 17 ans quand j'ai passé le bac et j'avais un peu peur du sang. Je ne voulais pas être chirurgien. Ah ouais? Finalement, je voulais être pharmacien. Et puis, j'ai fait des études de médecine. Et puis, je me suis intéressé à cet aspect fascinant de la chirurgie qui est du bricolage, finalement. C'est-à-dire que vous avez toujours un aspect technique à régler, un problème qui se pose à résoudre. Et donc, c'est terriblement intéressant de le faire. Et donc, petit à petit, je me suis intéressé vraiment à l'acte chirurgical par lui-même et à la découverte du corps. Et voilà, donc j'ai dû être chirurgien, j'ai passé ma thèse, je devais avoir 24 ans, et puis j'ai fait quelques années d'apprentissage chirurgical, puis après je suis parti en Afrique faire mon service militaire comme OK. chirurgien, et puis après je suis revenu en France pour compléter ma formation, et je suis devenu chef de clinique dans un hôpital. Et puis après, au bout de. Finalement, c'est bac plus 15 pour finir. Hein. C'est 15 ans après le bac que vous devenez chirurgien et que vous pouvez vous installer ou rester à l'université. Alors moi, je ne suis pas resté à l'université parce qu'il n'y a pas eu d'opportunité. Et je me suis installé donc en privé où je suis devenu chirurgien. Euh, je me suis intéressé à la chirurgie plastique et reconstructrice. J'ai été avec le professeur Baudet. On a été parmi les pionniers de la microchirurgie de transplantation et de revascularisation d'organes. Voilà, donc, et puis petit à petit, tout ça, ça s'est développé. Et je me suis vraiment intéressé à l'endoscopie pour découvrir la matière vivante dans les années 90. Voilà. Et est-ce que je me trompe ou il y a un moment où est-ce que vous vous êtes spécialisé sur la chirurgie pour les mains, pour les poignets, choses comme ça, ou c'est une Non, erreur? non, dès le départ, dès les années, oui, dès les années 80, j'étais chirurgien de plastique, reconstructrice, même chirurgie esthétique et chirurgie de la main. Et qu'est-ce qui, y avait-il une raison particulière? Pourquoi la main en tant que telle? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans cette partie du Alors, corps que la vous avez main, trouvé oui, intéressant à vous spécialiser? oui, parce que, enfin, en ce qui me concerne, c'est mon interprétation. Dans la main, vous avez de l'os, vous avez des tendons, vous avez des artères et vous avez la peau. C'est-à-dire que vous avez 4 éléments, alors que quand vous faites de l'orthopédie pure, vous n'avez que l'os. Quand vous Hmm. faites de la chirurgie vasculaire pure, vous n'avez que les vaisseaux. Donc, dans la main, quand vous avez un traumatisme de la main, ce sont toutes les structures qu'il faut réparer. Et parfois, chaque structure a besoin d'une technologie particulière. Donc, sur le plan technique, c'est assez complexe. Et en plus, ce sont des structures très petites. C'est-à-dire un vaisseau au niveau d'un doigt, ça fait à peu près 15 mm. Oui, 15 mm. Les veines, ça fait 20 mm. 2 mm, pardon. Et les artères, c'est 1,5 mm. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. Donc, ce sont des structures qui sont extrêmement petites. Vous avez besoin du microscope, de petits instruments. Donc, vous êtes déjà initié à rentrer dans le petit, dans la petite structure.
Ouais, ouais. Et est-ce que je me trompe, Monsieur Guimberteau, ou je crois que dans la main, il y a plusieurs dizaines de petits os, si je me trompe pas, qui sont tous là ici et qui finalement interagissent avec ce tissu vivant, ces nerfs et tout ça. Est-ce que c'est trop, est-ce que j'exagère ou on est quand même... Non, 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 c'est une réalité. Vous avez les os du carpe qui sont au nombre de 9, si je me rappelle bien, et donc qui nécessitent une spécialité chirurgicale chez des orthopédistes qui font pratiquement que ça, parce que c'est difficile. C'est difficile et c'est intéressant de voir les os du carpe parce que, euh, et ça j'y ai pensé longtemps après, mais comment expliquer ces os du carpe? Vous voyez? Comment les expliquer? Pourquoi la nature a-t-elle sélectionné ce montage, qui est un montage extrêmement précis? Eh bien, quand vous évoluez dans l'étude des tissus vivants et que vous appréhendez le concept de ce que j'appelais les micro-vacuoles, qui sont des micro-volumes euh, euh, qui sont enfermés dans un tramage fibrillaire, vous arrivez à comprendre comment ces structures ont pu, c'est une hypothèse, évoluer et devenir avec un comportement mécanique. Donc, les os du carpe, c'est quelque chose de très difficile à traiter. Absolument. Et puis, ben justement, donc là, ça nous ramène un peu au cœur un peu de ce que vous disiez tout à l'heure, donc la complexité en fait de la structure interne du corps humain vivant et cet aspect finalement chaotique au lieu de seulement linéaire et tout ça. Donc, comment est-ce que ce vivant-là peut s'organiser et réagir en temps réel à toutes les situations de façon extrêmement précise et efficace. Donc là, vous êtes rentré dans ce monde-là ici. Alors, je veux qu'on va commencer à aller un peu plus loin dans un peu ce que vous avez découvert et puis vos idées sur tout ça. Premièrement, je voudrais vous demander en quoi est-ce que ça différencie donc les conclusions de vos recherches, en quoi est-ce que ça différencie ça de la vision classique du corps humain? Si, mettons, de mon point de vue personnel, en fait, moi, j'ai étudié un peu en physique à l'université, mais j'ai pas gradué et j'ai fait mes sciences. On a le cégep ici là, qui est avant l'université, donc c'est comme entre l'école secondaire et l'université au Québec. On a des cours de sciences plus poussés, donc j'ai fait mes sciences pures et mes sciences santé, la chimie organique, etc. Donc j'avais une base de la compréhension un peu de tout. Là, mais peu importe que ce soit moi ou monsieur, madame, tout le monde dans la vie de tous les jours, on est infusé, si on veut, avec le temps, avec les décennies, dans notre vie, d'une compréhension du corps humain qui va beaucoup par les images qu'on voit, que ce soit à la télévision, téléséries, les films et tout ça, où est-ce qu'on a toujours dans un bureau médical un squelette, si on veut, que ce soit sur des posters ou en images, et le squelette et la structure, si on veut, c'est la stabilité du corps, c'est ça qui maintient le corps, et attaché au squelette, on a les muscles qui, avec des systèmes de levier, travaillent avec des tendons et c'est toujours des leviers de force finalement mécanique qui nous permettent de comprendre un peu le corps humain et la gravité maintient tout ça au sol en gros. Là, donc, vous, quand vous êtes tombé dans ce monde vivant, qu'est-ce que ça vous a apporté comme modification peut-être de cette vision-là s'il y a eu? Ce que vous venez de décrire, c'est ce qui s'apprend, je veux dire, partout. Dans toutes les facultés, on apprend, et c'est ce que j'ai appris, ce qu'on appelle le concept musculo-squelettique, c'est-à-dire le squelette qui donne la stabilité et puis les muscles qui permettent la mobilité. Là-dedans, vous rajoutez un cerveau, une thyroïde, une vésicule biliaire, un estomac, quelques organes. Et puis, pour qu'il y ait un peu de cohérence entre tout le monde, vous mettez ce qu'on appelle le tissu conjonctif. Voilà, c'est le tissu de remplissage. En anglais, on appelle ça le packaging tissue. Vous voyez, c'est très clair. Et en français, c'est le tissu de remplissage. Voilà. C'est un peu comme le saran wrap qu'on met autour des paquets dans l'épicerie et tout ça. On met du saran wrap autour et ça tient. Voilà, il faut que ça tienne, que ça bouge pas trop. Voilà. Donc, on apprend ça. Et j'avoue que j'ai personnellement, pendant des
des décennies, accepté, sans discuter, cette organisation. Et puis, quand vous rentrez dans le détail de l'observation, alors mésoscopique, c'est-à-dire en dessous du macroscopique, puis vous vous approchez du microscopique, votre perception change. Surtout quand vous êtes in vivo, c'est-à-dire lorsque vous faites une intervention chez le vivant. Parce que là, vous vous trouvez confronté à des couleurs d'abord, et puis vous vous trouvez confronté à des mouvements de fibrilles. C'est-à-dire que ce tissu conjonctif, donc le fameux tissu de remplissage, il bouge. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements à l'intérieur des fibres. Et puis quand vous vous approchez d'un peu plus près, vous vous apercevez que ce tissu conjonctif, il rapproche les structures, mais en même temps, il les pénètre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire comment dirais-je, vous ne pouvez pas observer de rupture entre le tissu conjonctif et l'organe lui-même, c'est-à-dire que ce soit un muscle, un nerf, non. Il y a une continuité. Et ça, je veux dire, c'est un peu un choc, parce que vous avez appris, vous, que finalement, il y a l'organe et le tissu conjonctif. Et là, non. Ce que vous observez, c'est que le tissu conjonctif et l'organe, eh bien, c'est en cohérence, en continuité totale. Et la continuité, elle est fibrillaire, c'est-à-dire que ce sont les fibrilles qui assurent cette continuité. Donc, vous commencez à vous dire, tiens, c'est quand même surprenant que ce tissu conjonctif ait un rôle dans la constitution des choses. Et vous vous dites, tiens, et après tout, si le tissu conjonctif, il n'était pas que conjonctif, s'il était constitutif. Voilà une question que vous vous posez. Hypothèse, Parce que jusqu'à maintenant, et surtout depuis les années 50, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, toute la recherche scientifique s'est focalisée sur la cellule. Et donc, ce qui est excellent, bien évidemment, on ne va pas discuter ce genre de travaux. Par contre, ce que l'on peut discuter, c'est que tout a été focalisé sur la cellule. Et la cellule a pris un rôle colossal dans la définition de l'humain. Encore plus par la définition de l'ADN, de l'ARN qui sont au sein de la cellule. Le problème, c'est que quand vous faites de l'endoscopie, chez le vivant, eh bien, vous vous apercevez qu'il n'y a pas des cellules partout. La cellule n'est pas ubiquitaire. Vous ne la trouvez pas partout. Par contre, des fibres, vous en trouvez partout. Est-ce que vous avez un exemple d'endroit où est-ce que ça vous a surpris de vous rendre compte qu'il n'y avait pas de cellules comme on le pensait classiquement? Eh bien, par exemple, vous allez dans les zones de glissement, par exemple, les zones entre les muscles, les zones entre le tendon et oui, c'est ça, les zones entre le tendon et les muscles. Là, vous avez que des fibres, pratiquement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de cellules, mais il n'y a pratiquement que des fibres. Donc la cellule, indubitablement, et ça c'est pas contestable, n'assure pas la réalisation de la forme à elle seule. Oui. Est-ce que vous avez remarqué, et c'est une question déjà un petit peu, des fois je vais vous lancer des flèches un peu trop larges, donc vous me direz si jamais c'est pas quelque chose que vous avez réfléchi, mais est-ce que vous avez remarqué une corrélation entre cette vision-là, donc la vision focusée sur le cellulaire anatomique, en parallèle peut-être avec le focus sur le développement du modèle standard, plus de la physique, de la cosmologie, des particules en fait. Donc cette idée que le monde est un monde de particules dans le vacuum qui évolue par hasard de choc au fil de temps, comme s'il y avait une corrélation dans le corps humain. C'est un monde de cellules finalement qui s'entrechoquent avec des signaux un peu moléculaires à l'intérieur de un vacuum qui serait peut-être de l'eau, peut-être du tissu conjonctif. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué ou pas vraiment de votre côté?
Oui, ça, moi, je n'écarte pas du tout ce mode de raisonnement, hein. Il ne faut pas oublier que nous sommes matière. Nous sommes constitués d'hydrogène, de carbone et tout un tas de molécules qui font que la physique des particules doit avoir, bien évidemment, une réalité. Et même la physique quantique, il ne faut pas les écarter. Bien souvent, quand je parle de physique quantique, on me dit oui, mais tu comprends, dans le vivant, les échelles sont trop grandes, c'est pas possible. Il semblerait quand même que les derniers travaux, depuis une dizaine d'années, montrent qu'au niveau des grosses molécules, par exemple, il peut y avoir des comportements quantiques. Donc, quand vous parlez de la physique des particules, non, il faut la mettre en parallèle avec le développement de la connaissance sur le vivant. Il n'est pas question, si vous voulez, en ce qui me concerne, de remettre en question tous ces travaux scientifiques, hein. Moi, Ouais. ce que j'essaye d'introduire, c'est la vision musculo-squelettique telle qu'elle nous a été apprise, et ceci depuis la période de Vessal, qui est cet anatomiste qui a décrit pour la première fois de façon très correcte dans les années 1500 le corps humain, et il a été hautement critiqué. Eh bien, cette vision vessalienne, elle continue à être enseignée. C'est le concept musculo-squelettique. Donc, il n'est pas question de le remettre, de le supprimer. Simplement, il faut le faire évoluer. Et la difficulté du musculo-squelettique, comme je vous le disais, c'est qu'il n'aborde pas la continuité à l'intérieur du corps. Il vous distribue le squelette, les muscles, la thyroïde, la vésicule, l'utérus, etc. Tout ça avec le tissu conjonctif, mais il ne vous apporte pas vraiment l'explication. Et donc, moi, mon propos, c'est de dire, nous sommes une globalité tissulaire, une globalité fibrillaire, dans laquelle il y a des cellules qui exercent des fonctions. Mais ces cellules exercent des fonctions à l'intérieur du réseau fibrillaire qui, lui, est l'architecture globalisante du corps. Voilà. Et la question, pas la question, mais il y a plusieurs questions, il y en a une infinité, mais une des questions intéressantes, c'est selon vous, et puis je vais faire un peu plus loin dans votre parcours académique et tout ça, puis après ça, on va revenir vraiment sur le tissu en tant que tel et puis aller un peu plus dans les détails, la définition et tout ça. Mais donc, selon vous, donc les fonctions cellulaires, est-ce qu'elles existeraient sans finalement ce tissu conjonctif? Non, non, parce que, alors justement, quand vous êtes dans le vivant, vous vous apercevez que les cellules sont complètement en cohérence, en continuité avec le système fibrillaire. Elles sont nichées dans le système fibrillaire. Et vous ne pouvez pas trouver de plan de clivage entre la cellule et le système fibrillaire. Ce n'est que le chirurgien ou un instrumentiste qui peut isoler une cellule et la mettre sous un microscope, la lame du microscope. Mais à ce moment-là, vous n'êtes plus dans la réalité du vivant. Exact, exact. Vous êtes sorti du vivant. C'est une forme de biais scientifique. Donc, ce que l'on peut dire quand on fait l'observation du vivant, c'est que la cellule ne peut pas être séparée du réseau fibrillaire. Et le réseau fibrillaire n'existe pas s'il n'y a pas la cellule pour le fabriquer. Vous voyez, donc c'est cette relation, cette connivence absolue entre la cellule et le réseau fibrillaire. Je vous apporte un peu plus loin là-dedans parce que, bon, quand on se met à rechercher, si on veut lire, s'informer sur, entre autres, vos travaux, évidemment, ça nous amène à être confrontés à, c'est ça, à la connaissance établie versus
qu'est-ce qu'on voit ici? Et puis là, on a l'observation directe. C'est ça la force, en fait, de votre truc. Selon ma compréhension là, personnelle de la méthode scientifique, si nos modèles, nos théories, nos hypothèses et tout ça ne correspondent pas à l'observation directe dans le monde réel, c'est l'observation qui doit primer. Donc, il faut, à ce moment-là, il faut réviser et il faut trouver d'autres hypothèses pour mieux expliquer l'observation ici. Et là, présentement, quand on voit vos travaux, on se retrouve en fait en observation directe dans le monde réel. Et donc, quand on se met un peu à rechercher sur cette histoire et comment est-ce qu'on a peut-être comme vous disiez, de faire une compréhension incomplète et non pas 100% mauvaise du corps humain. Une des choses qu'on voit, c'est donc l'aspect dissection, l'aspect des cadavres et justement, comme vous avez dit, de la séparation des choses et qu'en fait, le corpus médical ou anatomique au fil de plusieurs décennies a été bâti finalement sur le mort, donc sur le tissu mort. Et donc, lorsque les chirurgiens ou les personnes qui étudiaient la matière avaient, je crois, et vous me corrigerez, tendance à disséquer le tissu conjonctif connectif, le mettre de côté et étudier tout le reste finalement. Est-ce que c'est un peu ça? Est-ce que ça correspond à la réalité de ce qui s'est passé et est-ce que ça explique un peu la différence entre les deux systèmes? Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'on en est actuellement à discuter du réseau fibrillaire et de son importance à cause du développement technologique. Lorsque nos aînés ont commencé à faire des dissections, elles n'étaient bien évidemment possibles et autorisées de façon exceptionnelle sur le cadavre. Il fallait aller très vite et c'était pas très bien vécu. Je vous parle du 15e, 16e, 17e siècle. Ce n'est qu'à partir du 18e siècle, en France, Louis XIV a promulgué des ordonnances pour que les chirurgiens apprennent la chirurgie sur des cadavres. Donc c'est à partir de cette période-là, 18e siècle en Europe, qu'on a commencé à disséquer des cadavres et à essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Bien évidemment, en se basant sur ce qu'avait décrit Vessal quelques siècles plus tard. Donc la connaissance a progressé, puis est arrivé le microscope qui a permis l'étude des tissus. Mais la dissection anatomique sur le cadavre et l'étude des tissus, des fragments de tissus sous le microscope, ne font appel qu'à des structures mortes. C'est ça, c'est vraiment ça. Là. On décrit des impressions et des concepts sur le vivant, mais à partir de ce qu'on a observé chez le mort. C'est effectivement, comme vous le dites, un peu paradoxal. Et donc maintenant, la technologie, c'est ça que je voudrais essayer d'introduire, c'est chez mes collègues en particulier, c'est que la technologie nous permet non seulement de faire des interventions par voie endoscopique, ce qui est excellent et à apporter une amélioration dans les suites opératoires qui est incomparable, mais en même temps étudier les tissus que nous avons l'occasion d'opérer pour avoir petit à petit une vision beaucoup plus globale que celle que j'apporte. Par exemple, moi, je n'ai pas eu d'expérience au niveau du poumon, par exemple. Je n'ai pas bien exploré le poumon. Je n'ai pas bien exploré le cerveau. Je n'ai pas bien exploré le système digestif. Donc, il y a énormément de travaux à faire. Parce que pour qu'un chirurgien puisse le faire, comme je l'ai fait par exemple, il y a bien sûr l'équipement technologique. Il faut aussi avoir une collaboration avec une équipe d'anesthésistes pour passer un tout petit peu plus de temps à explorer, à filmer. Donc, il faut un désir, un plus pour arriver à le faire. Si vous n'êtes pas intéressé, vous ne le ferez pas. Mais la technologie nous permet de le faire maintenant. Exact. Et même les gens de laboratoire pourraient le faire. Tout simplement, vous pouvez, je veux dire, le nombre de rats qui sont disséqués par jour dans le monde, mais c'est inimaginable. Donc, on peut très bien faire des dissections endoscopiques chez le rat, voire chez d'autres animaux, à condition que ça reste dans les règles d'éthique. Mais je veux dire, cette introduction
de la haute technologie pour l'exploration du vivant est maintenant possible. Et donc, on peut émettre des hypothèses à la suite d'observations chez le vivant sur le fonctionnement du vivant. C'est vraiment intéressant et peut-être que je me trompe, mais je dénote dans votre voix une forme de, peut-être pas d'urgence, mais une forme de désir un peu de faire propager ces idées-là, peut-être dans le monde scientifique et académique. Donc, laissez-moi vous demander, M. Guimberteau, est-ce que donc, vos travaux ont été faits, ça fait déjà plus de 10 ans, en fait, même qu'on a du haute définition, là, vraiment dans l'observation concrète et tout ça, grâce à vous. Et j'imagine qu'il y a d'autres personnes, là, bien sûr, peut-être moins connues, qui font des travaux similaires. Est-ce que vos travaux, présentement, on est rendu en 2024, donc fin avril, début mai, est-ce que vos travaux ont eu un impact déjà sur le monde académique et sur l'enseignement, en fait, du corps humain universitaire pour former nos nouveaux étudiants médicaux, anatomiques et même les praticiens? Parce que moi, ce que je vois de mon côté, moi, je m'intéresse à la physique plus largement. Là, donc, dans ce domaine-ci, on est plus biophysique, donc j'essaie de comprendre les liens entre la biophysique et la physique externe. Là, donc, c'est ce qui m'intéresse personnellement. Mais ce que je vois, c'est que les praticiens, donc peut-être pas nécessairement beaucoup au Québec encore, mais aux États-Unis beaucoup, au monde anglophone et d'études internationales un peu plus alternatives, les praticiens ont sauté en fait sur vos travaux. Pour eux, je parle, mettons, des gens qui travaillent, les ostéopathes peut-être, les gens qui travaillent avec le relâchement myofacial, des gens comme Carol Davis à l'Université, je crois, de Miami, des choses comme ça. Et ils utilisent vos vidéos, vos travaux pour expliquer ce qu'ils sentent en fait et ce qu'ils ont l'impression de travailler depuis beaucoup plus longtemps de leur côté dans ces domaines de travail-là sur le corps humain. Mais par contre, et peut-être c'est là que je veux voir avec vous, j'ai l'impression qu'aujourd'hui à l'université, on enseigne encore peut-être la version classique musculo-squelettique du corps humain. Et là, donc là, on a peut-être une différence de vision de la réalité entre les professionnels qui graduent encore à ce jour versus les praticiens qui, eux, sont passés à l'autre modèle. Qu'est-ce que ça vous dit tout ça? Oui, ce que vous dites, c'est une réalité, hein. Mais je crois que c'est le lot un peu de tous les changements. L'université change très lentement. Quand on regarde l'histoire de l'anatomie, par exemple, il a fallu quand même de nombreuses décennies, voire siècles, pour que l'enseignement de l'anatomie, la vision du corps change. Donc, je ne suis pas désespéré, mais effectivement, au niveau universitaire, c'est accepté, mais ce n'est pas diffusé. Il m'arrive d'aller à Bordeaux, par exemple, faire des cours pour expliquer justement mon expérience et ma façon de voir le vivant, mais ce n'est pas encore enseigné, ce n'est pas, si vous voulez, un élément pédagogique. On Mais est dans la vision exploratoire encore un peu hétérodoxe, mais oui, qui oui, oui. complète. Il faut du temps pour que des collègues, vous savez, je vois là, il m'est arrivé à la Société française de chirurgie plastique de présenter mes travaux, et soit vous avez des confrères qui ne sont pas intéressés, ça ne les intéresse pas, bon, voilà, il reste une vision classique qui les rassure, bien. Vous avez ceux qui sont intéressés, mais qui vous jalousent un peu, donc ils ne vont pas vous aider à développer le système. Et puis vous en avez quelques-uns qui comprennent et qui ont envie d'aller plus loin. Mais ils ne sont pas nombreux, il faut être très honnête. Ouais, ouais. Mais c'est avec eux que les choses vont se passer. Donc, quoi qu'il en soit, même si ce que je dis, pense, n'est pas exploité maintenant ou même dans l'avenir, il n'en demeure pas moins que l'arrivée de la technologie endoscopique dans les blocs opératoires se propage, elle, très vite.
il n'est pas un bloc opératoire où il n'y a pas un endoscope pour faire un geste chirurgical. OK. Donc, les chirurgiens peuvent parfaitement maintenant s'y intéresser et augmenter le patrimoine cinématographique endoscopique. Ça ne tient plus, ce n'est plus de mon rôle. Moi, j'ai fait le boulot. Les autres, ils le font s'ils veulent le faire. Alors, il y en a quelques-uns qui le font. Mais, comme je vous disais, il faut du temps. C'est-à-dire qu'il faut d'abord maîtriser la technique. Moi, j'ai mis des années pour maîtriser la technique. Ouais. Et si vous voulez avoir beaucoup de documents, il faut le faire sur au moins 5 ans. Il y a des ennuis techniques. Quand vous voulez avoir, je sais pas, 1 minute de film correct, exploitable, il faut filmer 10 minutes, au moins. Pour cela, il faut que vous ayez autour de vous une équipe chirurgicale qui adhère à votre projet, une équipe d'anesthésistes qui soit, elle aussi, très favorable à ce que vous faites et ne vous dit pas toutes les 30 secondes, il faut que tu arrêtes, il faut que tu arrêtes, il faut que tu arrêtes. Oui, mais c'est important. Ouais, C'est ouais. important. Parce que si vous faites ce genre de travail avec quelqu'un qui est désagréable, qui n'a pas envie de vous aider et qui vous stresse, vous ne le faites pas. Mhm. Donc, si j'avais à remercier, tout d'abord, c'est mes collègues anesthésistes et toute l'équipe qui m'a entouré pendant pratiquement 25 ans, 30 ans. J'ai vécu presque toujours avec les mêmes. Donc, Ah ouais. c'est en grande partie à cela que vous avez, grâce à cela, vous avez la stabilité, c'est-à-dire vous avez une équipe qui sait comment faire, un anesthésiste qui est tolérant et qui accepte de perdre, mettons, allez, 10 minutes sur une intervention qui en fait 3 heures, ce qui n'est pas un drame. Et donc, tous les chirurgiens n'ont pas cette chance. En plus, dernier point, quand vous êtes chirurgien orthopédiste, que vous faites de la chirurgie de la hanche, par exemple, vous êtes démuni parce que vous n'avez pas la possibilité de mettre un garrot. Le garrot empêche le sang d'apparaître et donc permet une bonne activité cinématographique. Si vous avez le sang en permanence qui rougit le champ opératoire, vous filmez mais de très mauvaise qualité. Ouais, ouais, ouais. Donc, vous avez des chirurgiens qui ont des difficultés pour le faire. Ce ne sont que les chirurgiens orthopédistes du pied, de la main, de l'avant-bras, du bras, de la jambe, qui, eux, opèrent sous garrot et qui peuvent développer ce genre d'activité. Les autres, ils peuvent le faire, mais ils vont passer un peu de temps à faire ce qu'on appelle l'hémostase, c'est-à-dire électrocoaguler les petits vaisseaux pour pas que ça saigne, pour que le champ opératoire soit propre et qu'ils puissent filmer. Donc, si vous voulez, c'est quand même une démarche qui n'est pas si simple que ça. Certainement, certainement. Et juste en terminant rapidement sur l'aspect un peu plus académique et expérimental de la chose. Donc, tu sais, si je comprends bien, en fait, vous trouviez être la personne qui confronte un peu le consensus à ce niveau-là ici. Il peut y avoir certains obstacles ou non à ça. Est-ce que vous avez senti, en fait, que parce que présentement, en fait, là, on parle beaucoup, en tout cas, dans notre section, secteur médical, médiatique, si on pourrait dire ici au Québec, à tout le moins, de l'importance, surtout avec la période des 4 dernières années qu'on a eu, l'importance des consensus scientifiques. Est-ce que vous avez retrouvé que c'était difficile pour vous d'être à l'extérieur du consensus et d'apporter quelque chose de nouveau ou c'est quelque chose qui a été quand même, somme toute, bien reçu? Et je parle au niveau aussi du financement, potentiellement, pour aller plus loin dans ça et bâtir une littérature scientifique qui est à faire, en fait, en grosse majorité. J'ai l'impression qu'il faut vraiment apporter beaucoup plus de connaissances reconnues là-dessus dans les livres. Donc, est-ce qu'il y a une santé financière dans ce domaine-là, M. Gaberto? Non, je ne pense pas. Ah non? Non, franchement, sur le plan financier, il faut rester raisonnable. Hein. Un endoscope, c'est 15 000 euros, 20 000 euros. Une caméra, c'est 5 000 6 000 euros. Donc, je veux dire, un investissement
à moins de 30 000 euros, vous l'avez, vous avez le matériel et vous pouvez l'utiliser pendant des années et des années. Donc ce n'est pas, si vous voulez, excessivement cher. Donc tous les chirurgiens du monde peuvent le faire. Tous les vétérinaires aussi peuvent le faire, parce que les vétérinaires observent la matière vivante. Dans l'animal, ben ouais. Parce que, si vous voulez, quand vous faites une observation sur un lapin ou sur un chien, un chat, etc., bien sûr, c'est différent, mais globalement, c'est quand même à peu près la même chose. Donc, on peut tirer des concepts sur le tissu conjonctif qui devient constitutif. On peut avoir les mêmes évolutions intellectuelles. Voilà, donc je pense que petit à petit, c'est une technologie qui va se développer. Voilà, mais il faut que les esprits s'y préparent un peu mieux le, le, pour votre génération ou les suivantes. Je peux pas, mais j'ai espoir. Je suis même persuadé que dans les années à venir, les décennies à venir, les gestes opératoires seront tous filmés, qu'il y aura une facilité à faire des agrandissements, de la macro. On ira largement, je pense, aux alentours de 500 fois. Je vois, il y a des caméras qui émergent maintenant, il y a du 4K. Donc, toute cette technologie, en 20 ans, elle a tellement changé qu'on peut penser que dans les décennies prochaine, elle va encore s'optimiser. Et là, on sera devant l'évidence des choses. Quand je dis qu'une cellule ne peut pas être séparée d'une fibre parce qu'elles sont toutes les deux fusionnées, je pense que dans les décennies à venir, ça sera quelque chose de parfaitement accepté. Ben, c'est ça, comme on disait tantôt, à force que les chirurgiens eux-mêmes soient confrontés à observer la chose directement et tout ça, Oui, si on continue à avoir un modèle qui est différent de ce qu'on voit tous les jours, il va y avoir des dissonances cognitives il y a venir. ça, mais il y a aussi l'évolution des IRM et des scanners qui se fait. Et je pense qu'il y a aussi cette voie d'exploration qui sera très importante dans l'avenir. Hein. Je suis persuadé qu'avec des IRM, plutôt peut-être avec des scanners, on aura des définitions aux alentours de la cellule. On arrivera à avoir des descriptions cellulaires grâce à ces méthodes non invasives. Parce qu'évidemment, la chirurgie, ça fait mal, bon, c'est invasif. Mais il y aura d'autres explorations médicales qui permettront d'arriver aux mêmes conclusions. Exact. Puis le parallèle est bon, en fait, avec, c'est ça, tout le mécanisme intracellulaire, tout ce qu'on appelle les images de virus, de bactéries, de choses comme ça. C'est toutes des choses qui sont, entre guillemets, mortes à l'observation, au microscope à balayage électronique, des choses comme ça. Mais d'avoir, si on est capable un jour d'aller là dans le vivant, peut-être qu'on va avoir une toute autre image de comment fonctionne ce monde microscopique-là aussi, jusqu'au niveau viral et tout. Ce serait assez fascinant. Je vous demanderais, juste petit point rapide, je ne sais pas si vous seriez d'accord avec moi, j'essaie de faire un parallèle des fois entre, mettons, le système financier versus le système éducatif. Lorsqu'on se retrouve il y a 15, 20, 30 ans, faire deux transferts d'argent pour updater son compte bancaire, ça pouvait prendre peut-être 5 jours, là, le temps de remplir un truc, aller à la caisse, faire sortir, et puis là, transférer ça dans une autre devise, peut-être envoyer ça à l'international. Mais aujourd'hui, tu peux faire tout ça de façon digitale à l'intérieur de 5 minutes entre une crypto, une monnaie standard et après ça, transférer ça en yens chinois. Est-ce que vous pensez que dans le domaine académique, la mise à jour des données et la réinterprétation des livres, en fait, avec l'observation réelle, pourrait avoir tendance peut-être ou devrait même avoir un système qui se met à jour plus rapidement? Donc, d'avoir comme de dire, OK, bon, ben là, on a des nouvelles observations, on n'a pas le choix, il faut transformer le corpus académique plus vite, ou vous croyez que ça pourrait être des erreurs, ça, de penser comme ça? Non, il ne faut pas bousculer. Par expérience, je sais qu'il ne faut pas bousculer. Je dis ça parce que les gens comme moi, quand on est à l'extérieur du milieu et tout ça, puis qu'on recherche, puis on voit des choses, et des fois, ça semble une évidence. On est comme, mais pourquoi est-ce que aujourd'hui, un médecin qui gradue en 2024 n'aura pas appris ça, par exemple, alors que ça fait 15 ans qu'on le voit. Donc, évidemment, on devient des fois avec une espèce d'impatience qui je crois que s'il y a une étape à franchir, c'est
arrêter de décrire le corps comme étant constitué de différentes couches les unes sur les autres, comme un millefeuille. Hmm. Ça, c'est une idée qui est totalement fausse. Ouais. Nous ne sommes pas comme un gâteau millefeuille. Non, ça c'est faux. Or, dans tous les ouvrages d'anatomie, enfin, dans beaucoup d'ouvrages d'anatomie, vous avez les représentations de l'épiderme, du derme, de l'hypoderme, de l'aponévrose, en structure lamellaire, séparées les unes des autres. Alors, des fois, on voit, là, quand on voit des images comme ça, quand on étudie un peu la chimie, biologie, tout ça, on voit, mettons, les cheveux, par exemple. On voit que ça va transpercer la racine du poil, quelque chose comme ça. Mais le derme, l'épiderme, ça reste vraiment étagé, comme si on voyait des roches sédimentaires avec des couches séparées, finalement. Absolument. Tout à fait. Donc, c'est cette idée qui est facile, hein, c'est-à-dire pour apprendre, bon, après tout, c'est acceptable. Simplement, on peut commencer à dire, par facilité, on va étudier de façon séparée les structures, très bien, mais à la fin, il faut dire, on a fait ça par facilité, mais en réalité, tout est lié. Donc c'est là, je pense, l'étape essentielle. Arrêter d'enseigner que nous sommes faits en structures séparées les unes des autres et passer vers un enseignement de la continuité tissulaire et de la globalité architecturale. Voilà. Je crois que s'il y avait une étape à franchir importante dans l'enseignement, c'est celle-là. Après, tout le reste viendra plus facilement. L'étude de la cellule, la cohésion et la fusion avec le système fibrillaire, tout ça, je pense que beaucoup de scientifiques y sont prêts, mais beaucoup de scientifiques n'ont pas l'expérience du vivant. J'ai eu l'occasion d'en côtoyer beaucoup, et leurs expériences s'arrêtent au laboratoire et au microscope. Le vivant, ils ignorent. Dans toute mon expérience sur 20 ans d'exploration cinématographique, un seul scientifique du CNRS est venu me voir. Wow. Donc, CNRS, vous parlez du Centre canadien. Le CNRS, c'est, si vous voulez, c'est l'INSERM, en fait. Ce sont des structures étatiques qui rassemblent les meilleurs scientifiques de France, mais qui sont... Mais ce que je veux dire, c'est que le CNRS, c'est la composante canadienne, n'est-ce pas? C'est au Canada. Non, on a aussi le CNRS, et l'INSERM, c'est l'Institut national de recherche médicale. Donc, le niveau est excellent, hein, il n'y a pas à critiquer, pas du tout. Mais il n'y a pas ce besoin de connaître le vivant, puisque le mort donne toutes les satisfactions. Pourquoi aller chez le vivant? Et le vivant appartient au monde de la chirurgie, au monde de la médecine. Donc, ce sont deux mondes différents qui ne se côtoient quasiment jamais. Et ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que ça aiderait justement à faire évoluer les connaissances. Donc, j'essaye de mon côté de faire en sorte d'y participer et de faire un peu le lien entre les deux mondes. Ouais. Voilà, mais c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Il y a dans les membres du corps des gens qui traitent les autres, chez les thérapeutes. Vous avez les ostéopathes qui s'intéressent beaucoup à ces travaux, les kinésithérapeutes, les médecins de médecine physique, quelques chirurgiens, très peu de médecins généralistes et très peu de gens de laboratoire. Voilà à peu près, si vous voulez, le panel des gens qui s'intéressent à ces travaux dont nous parlons. Et qui sont tellement centrales à la compréhension justement du vivant et donc de comment est-ce qu'on interagit avec soi-même, avec les autres et plus largement avec la société aussi. Pour moi, l'impact de vos travaux peut même, avec le temps, avoir des impacts là, même sociaux et à la limite politiques. Absolument, si on veut absolument. Ça devient... Il y a un impact sociétal qui n'est pas anodin. En particulier, vous avez... je ne sais pas si on a un peu le temps dans notre entretien, mais... moi, c'est pour vous, en fait, parce que moi, j'ai beaucoup de temps, là, mais moi, je veux respecter votre on peut parler quelques minutes de plus. Vous voyez, dans l'observation des fibres, dans les mouvements des fibres,
Parce que quand vous avez l'endoscope, vous voyez des fibres qui font 20, 30, 40 microns, vous les voyez bouger quand il y a un mouvement. Ce qui est surprenant, c'est l'instantanéité du mouvement et l'imprédictibilité du mouvement. C'est-à-dire, il va se faire au dernier moment et vous ne savez pas comment il va se passer. Et donc, vous avez l'introduction dans un mouvement final qui va vous donner l'excellence du résultat. Vous avez l'introduction de l'imprédictible, de l'imprédictible, et vous avez l'introduction de l'aléatoire. Et donc, évidemment, dans un monde qui est totalement déterminé, un corps humain est déterminé par des constantes, des règles qui sont en dehors de notre conscience personnelle. Par exemple, moi, je ne gère pas mon taux de sucre dans mon corps. Ça se fait sans moi. C'est la même chose pour vous et pour tous les humains. Nous ne gérons pas ça. Donc, il y a à l'intérieur de nous un déterminisme biologique qui est important et en même temps, vous avez une association de ce déterminisme avec de l'aléatoire. Et là, ça vous fait rentrer dans des mondes comme le monde quantique, dans des systèmes complexes chaotiques, qui sont des thèmes déjà abordés dans d'autres sciences physiques, Exact. mais qui ne sont pas encore abordés dans les sciences médicales. Et c'est ça pour moi que dans ma passion personnelle, c'est là que ça devient fascinant en fait, parce que au même titre que vous, pour l'aspect anatomique, il y a des physiciens et plusieurs qui se battent, mais c'est une minorité, mais qui se battent depuis 20, 30 ans pour essayer d'apporter le monde quantique à l'aspect universel, donc dans le macro, et qui se heurtent aussi à un certain problème, là, si on veut, pour réorganiser un peu notre vision du monde. Et dans cette optique-là, eux, c'est que dans le fond, l'univers finalement baigne dans un médium et n'est pas dans un vacuum vide qui n'a pas de qualité. En fait, donc l'univers, toutes les planètes et tout ça, c'est dans un médium qui était autrefois appelé l'éther, mais qui finalement est le champ de fluctuation quantique. Et donc, moi, ma vision personnelle, c'est un peu de me dire, donc ce médium-là, matériel, qui est encore en marge présentement de la physique académique, mais donc les gens font un peu comme vous, là, essayer de pousser ça pour au moins qu'on explore plus et puis qu'on voit le monde de cette façon-là. Donc, à l'intérieur du corps, il y a comme une espèce de renversement, si on veut, et ce médium devient finalement le tissu connectif à ce niveau-là, qui est ça dans quoi baignent les cellules, dans quoi baignent les os, dans quoi baignent les organes. Donc, moi, j'avais mis 1h15 environ, donc il me resterait environ 15 à 20 minutes, M. Guimberteau, et je voudrais qu'on revienne sur la définition, en fait, sur de quoi on parle finalement depuis environ 45 minutes, un peu plus. Il y a plusieurs termes, en fait, pour décrire ce qu'on a vu à l'écran au début, ce tissu vivant. Moi, les termes que j'ai en tête, sur lesquels je suis tombé dans les 5 à 10 dernières années, on a le tissu conjonctif, tissu connectif, le fascia, le système myofacial, l'interstitium, et j'en oublie peut-être. Vous, est-ce que tout ça, est-ce que c'est tous des termes différents avec des particularités différentes, ou c'est un peu des synonymes pour décrire ce même système qu'on a observé ensemble et qui a fait la nature de vos travaux? C'est la même chose. Tous ces termes décrivent la même chose. C'est le réseau fibrillaire constitutif, architecturant. C'est la même chose, selon vous. C'était ma perception, mais j'étais curieux d'entendre parce que en Non, 2017 ou 2018, voilà, ils sont arrivés, je dis ils sont arrivés, mais en tout cas, il est arrivé une nouvelle dans le monde médical et là, on nous a dit en 7-8 ans, on a découvert un nouvel organe, ça s'appelle l'interstitium. Oui. Mais dans ma tête, je me disais, ça semble être un peu la même chose que le tissu Oui, mais là, c'est l'invention de l'eau chaude, là. C'est un peu ce que je me disais, mais je n'étais pas certain. OK. Non, mais tout le monde, si vous voulez, s'est un peu étonné de ce genre de travaux. L'interstitium, c'est le tissu conjonctif, c'est le tissu connectif. Voilà, je veux dire, c'est connu depuis 150 ans. Donc, c'est pas quelque chose de très nouveau.
Voilà, voilà. Et alors, dans ce tissu, c'est très drôle, ça m'a fait beaucoup rire. Dans ce tissu, donc appelons-le, on utilisera les termes de façon interchangeable. Ma perception, encore une fois, et je vous demande votre opinion d'expert sur le sujet, j'ai comme l'impression qu'il y a deux composantes au tissu, au niveau géométrique, au niveau juste de base. Là. Donc, il y a l'aspect des enveloppes, donc qui semble être l'enveloppe d'un muscle, par exemple, l'enveloppe d'un organe, qui semble être quand même quelque chose qui va soutenir le tout. Et c'est beaucoup ça avec quoi les ostéopathes vont travailler quand ils font des travaux de surface de peau. Ils vont essayer de travailler avec cette enveloppe, ce glissement au niveau peut-être d'un tendon aussi. Mais il y a cet aspect comme qui semble transversal, donc plus fibrillaire dont vous avez parlé, qui me semble être un aspect plus vectoriel, à la limite un peu plus directif et qui va transpercer donc à l'intérieur même. Et là, encore une fois, je vous demanderai votre opinion et votre feedback. Ça me semble transpercer de façon très, très profonde le corps humain jusqu'à l'intérieur des os, je crois, peut-être même à l'intérieur de chaque cellule. Est-ce qu'on va jusqu'au microtubule? Donc, je vous laisse un petit peu peut-être me démêler sur ça, sur ce que je viens de dire. Indubitablement, et ça, on en a fait l'expérience, et on l'a filmé. Lorsque vous pratiquez un massage au niveau de la surface cutanée, vous avez un retentissement sur la dynamique cellulaire sous-jacente, à peu près sur une distance d'au moins 10-15 cm. Elle est visible à l'endoscope. Vous voulez dire, M. Guimberteau, à 10-15 cm, mettons, si je masse ici, comme ça ici, ou plus à l'intérieur du corps en profondeur, ou dans toutes les directions, finalement? En profondeur, c'est à peu près pareil. Si vous appuyez, par exemple, au niveau de l'avant-bras, pour reprendre ce que vous venez de montrer, si vous appuyez au niveau de l'avant-bras de façon un peu puissante, vous aurez inévitablement une transmission de cette pression mécanique jusqu'au niveau du périoste, au niveau de l'os. Oui, bien sûr. Et est-ce Cette que... pression mécanique est transmise par le système fibrillaire. Hein. C'est un système qui a un comportement mécanique qui lui permet de transmettre la pression mécanique. Exact. Donc là, on tombe dans l'aspect mécanique des choses. Donc, c'est vraiment mécanique, complexe, chaotique en même temps, et dont l'impact à un endroit donné va avoir des répercussions non seulement en profondeur, mais vous, est-ce que vous avez remarqué aussi dans vos travaux que l'impact d'un endroit peut être aussi avoir un impact ailleurs dans le corps de façon décentralisée? Là, si vous voulez, là, non, je ne répondrai pas à cette question parce que je sortirai de mon rôle. Je comprends. Moi, je me contente d'avoir un rôle d'observateur, Ouais. de montrer ce que j'ai vu, mais maintenant, j'en tire pas. Ce que je peux dire, c'est que lorsque vous appuyez sur la peau et que vous bougez la peau, vous avez un mouvement au niveau des cellules. Ça, je peux le dire, le prouver, le montrer. Maintenant, est-ce que quand vous appuyez au niveau de la face postérieure de l'avant-bras, vous avez une efficacité sur la face antérieure du tibia? Ça, non, je ne peux pas le dire. Je comprends très bien. Donc, dans un monde hypothétique et totalement personnel, donc parce que vous parliez de physique quantique tout à l'heure, donc si chaque noyau cellulaire dans son ADN mitochondrial ou de l'ADN en tant que tel masculine, si on veut, si on impacte donc la structure cellulaire qui peut avoir peut-être de façon holographique un impact sur l'ADN, eh bien, peut-être que ça peut avoir un impact quantique intriqué dans l'ADN de tous les corps. Ça pourrait être une hypothèse à étudier dans le futur par d'autres chercheurs. Une hypothèse à étudier. La chose sur laquelle, cependant, je pourrais être beaucoup plus affirmatif, c'est que quand j'appuie sur la face postérieure de l'avant-bras, j'ai une connexion fibrillaire totale et continue jusqu'à la face antérieure du tibia. Pouvez-vous expliquer ça dans d'autres mots? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire qu'il y a une continuité fibrillaire de l'avant-bras jusqu'au niveau du tibia, puisque nous sommes une globalité tissulaire continue. Exact. Donc, chaque fibrille est connecté avec chaque autre fibrille dans un train finalement complet. Et je peux en profiter, M. Guimberteau, pour apporter pour les gens qui sont intéressés. Et est-ce que vous connaissez M. Thomas Myers? Très, très bien. C'est un excellent livre
que je recommande. C'est sûrement un des meilleurs. Il a, c'est un livre qui doit avoir une bonne quinzaine d'années Environ, ouais. et qui a apporté énormément à tous les thérapeutes manuels. Donc, pour les gens à l'audio, on parle là, je dis le titre en anglais, c'est Anatomy Trains, donc les trains anatomiques. Et lorsqu'on voit l'image du corps humain avec les lignes de différentes couleurs ici, donc ma question, en fait, en est que selon M. Myers et beaucoup de praticiens, encore une fois, dans le domaine de la thérapie physique, il y a des lignes myofaciales qui, avec le temps, sont principales, si on veut. Alors, bien que tout soit continu et indissociable, il y a certaines crevasses myofaciales, certains endroits mon image personnelle que je dis des fois, c'est comme des ceintures de sécurité qui coulissent un peu, qui sont un peu les frottements entre des lignes myofaciales et qui amènent finalement des espèces d'archétypes de lignes. Donc, par exemple, lui dit, donc on peut même les disséquer de façon complète avec tous les muscles qui sont inclus dans un train anatomique. Donc, il y en aurait un qui pourrait partir du bout du petit doigt, passer tous les bras, aller jusque derrière aux ailes des omoplates et de l'autre aile jusqu'à l'autre petit doigt ici. Et ça, on est capable d'avoir un bout complet inclus dans une enveloppe myofaciale qui devient comme une espèce de ligne myofaciale. Ça, c'est-tu quelque chose qui vous a parlé dans votre carrière? Non. OK. Non, pas du tout, parce que ça, c'est une interprétation d'ostéopathe, voire de kinésithérapeute. Franchement, en tant que chirurgien, ce n'était pas dans mes préoccupations. Donc, je n'ai pas reçu cette culture. Je ne dis pas qu'elle est fausse, je ne dis pas qu'elle est vraie, parce que finalement, je n'ai pas d'éléments. Je n'ai pas d'argument pour dire c'est faux, c'est vrai. Mais j'ai beaucoup d'estime pour les ostéopathes que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans ma carrière. Et je pense que si c'est quelque chose auquel ils croient, eh bien, je leur fais confiance. Certainement. Alors, M. Guimberteau, est-ce que, en quelques mots, quelle est la composition de ce tissu? Est-ce qu'il y a une différence de composition moléculaire, biochimique entre certains endroits du tissu conjonctif? Est-ce que c'est un peu tous les mêmes éléments qu'on retrouve dans chaque partie de ce tissu fibrillaire partout dans le corps? Et y a-t-il pour vous une composante associée avec ce qu'on appelle le gel intracellulaire, peut-être potentiellement appelé la quatrième phase de l'eau, et la structure de l'eau dans le corps, qui, je crois, au niveau moléculaire, donc par compte de particules, le corps humain et la vie en général est composé toujours à plus de 95% d'eau. À l'inverse de la masse, donc lorsqu'on parle de masse, on parle plus de 60-70%, mais par contre de molécules, je pense qu'on parle en haut de 95%. Donc, cette composition de ce tissu-là, en quelques mots, peut-être, ça ressemble à quoi? Globalement, c'est du collagène et de l'élastine. Alors, j'ai eu l'occasion de faire des analyses au un des gros labos européens, qui est le labo de chimie des protéines à Lyon, en France. Et là, on a trouvé du collagène 1, du collagène 3, du collagène 4, 6 et des glycoaminoglycanes. Je l'ai fait faire au moins 5 ou 6 fois. Et à chaque fois, c'était toujours un peu différent. Je pense que ces éléments sont des éléments de base, mais ils sont répartis de façon différente en fonction des différentes localisations. Et je pense aussi que nous avons des collagènes, et nous avons des élastines, et nous avons des glycoaminoglycanes, chacun un tout petit peu différent. Car j'ai trouvé, franchement, il m'est arrivé de trouver des différences entre certains patients à localisation comparable, à circonstances chirurgicales identiques. On n'est pas tous pareils. On est même tous différents en extérieur et en intérieur. Très intéressant sur l'aspect unique, en fait, de chaque composition, potentiellement là, de ce tissu connectif chez chaque humain. Et juste pour repréciser sur ma question d'avant, est-ce que j'avais raison
de dire que la continuité de ce tissu-là, donc pour amener le terme fractal, selon vous, est-ce que plus on descend dans le micro, est-ce qu'il y a différentes densités de tissu et est-ce que ça va vraiment jusqu'à la densité microtubulaire, en fait, intracellulaire, où il y a une déconnexion à un certain moment et il n'y a plus ce réseau connecté? Je sais pas ce que... En intracellulaire, vous avez le réseau tubulaire, vous avez des comportements qui sont assez comparables à ce que je vois au niveau fibrillaire en extracellulaire. Hein. Mais est-ce que, selon vous, c'est une continuité du même Je le système? pense. Je le pense. Maintenant, si vous voulez, je n'ai pas, si vous voulez, je n'ai pas réalisé des travaux qui me permettent de l'assurer. Donc, mais je le pense. Il y a eu des travaux qui ont été faits par Donald Ingber, je crois que c'est à Boston, qui sont parfaitement, je dirais, en continuité avec mes observations, moi faisant des observations extracellulaires et lui faisant des observations intracellulaires. Il y a indubitablement une organisation fibrillaire au sein du cytosquelette, comme il y a une organisation fibrillaire en dehors de la cellule, le tout étant en continuité. Fascinant ça. Et dans cette continuité, donc dans ce tissu connectif, peut-être juste nous orienter rapidement, M. Guilberteau, sur votre compréhension à vous, le lien entre le système lymphatique versus le système de tissu connectif, ça semble être quelque chose qui est assez interrelié. Est-ce que vous avez remarqué, y a-t-il des différences entre ces deux systèmes? Est-ce que c'est similaire? Est-ce que la lymphe passe par le tissu connectif ou il y a vraiment des canaux uniques différents du tissu connectif? C'est une question qui est très intéressante parce que finalement, je n'ai pas de réponse. OK. Je vous explique. J'ai eu la même interrogation. C'est-à-dire que j'ai essayé, quand je voyais des fibres, je voyais les vaisseaux à côté, parce que vous avez le globule rouge, donc c'est facile comment dirais-je, à identifier. Vous avez les rameaux nerveux aussi que vous pouvez identifier en partant d'un tronc nerveux parfaitement identifiable, et puis après vous pouvez le suivre quand il se divise, et donc vous arrivez... Excusez-moi de vous interrompre, vous dites des rameaux nerveux, donc est-ce que c'est un peu la terminaison des Oui, nerfs, c'est ça. des neurones, comme on Les voit un peu un terminaisons éclair, nerveuses. là? Vous OK. arrivez à les suivre. Ouais. Par contre, le système lymphatique, au niveau de la région péricellulaire, au niveau du système fibrillaire, je n'ai jamais pu l'identifier. Alors, vous avez deux explications. C'est soit j'en ai pas été capable, pour des raisons techniques ou parce que je suis passé à côté, soit une autre hypothèse, c'est que la réalisation du vaisseau lymphatique ne se fait pas en péricellulaire. Elle se fait à un stade hiérarchiquement supérieur. Car nous avons vraiment cherché les vaisseaux lymphatiques, par exemple, autour de l'artère cubitale, à l'avant-bras, OK. qui est une artère quand même assez importante. Elle doit faire facilement 3 mm. On n'a jamais trouvé. Alors, vous les trouvez, ces vaisseaux lymphatiques, lorsque vous avez, par exemple, une patiente qui a eu un cancer du sein avec une radiothérapie dans le creux axillaire, et le système lymphatique est altéré, la diffusion se fait moins bien, et vous avez une stase en amont. Là, vous les voyez. Au niveau de l'avant-bras, vous pouvez les trouver. Mais dans un contexte physiologique normal, je n'ai jamais réussi à les identifier. Wow! Wow! C'est Je donc... laisse des hypothèses possibles, hein, c'est-à-dire je n'ai pas d'explication. Hein. Ouais. C'est-à-dire, je ne vais pas dire ça n'existe pas, ou etc. Non, non. Je laisse un point d'interrogation pour les générations suivantes qui arriveront certainement à mieux les individualiser. J'ai tout essayé, le bleu de méthylène, des colorants, pour essayer de les voir. Et je n'ai jamais réussi vraiment à les identifier parfaitement.
Donc, une des hypothèses, c'est que peut-être, est-ce qu'une des hypothèses sur le marché pourrait être le fait que le tissu connectif, l'interstitium, c'est finalement la même chose que le système lymphatique? Donc, ça. Non, 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 Non? non, non, OK. parce que le système lymphatique, quand vous l'examinez par exemple au niveau du creux axillaire, c'est un système canalaire, hein, alors que les fibres, elles, ne sont pas canalaires. Donc le système lymphatique, c'est un système canalaire parfaitement identifiable dans certaines zones comme le creux axillaire. Là, vous pouvez disséquer effectivement des vaisseaux lymphatiques. Mais au niveau péricellulaire et au niveau du tissu conjonctif, je n'y suis jamais arrivé. OK, j'avais mal compris. OK, super intéressant. Écoutez, on va terminer très rapidement. Encore une fois, un immense merci pour votre temps, c'est fascinant. J'avais une question rapide que justement Madame Carole Davis, qui travaille dans le domaine des relâchements myofaciales à l'Université de Miami, Oui, m'avait demandé, je lui ai écrit, j'ai dit, avez-vous une idée de question pour Monsieur Guimberteau? Et elle me demandait, en fait, selon vous, parce que dans le monde du travail physique sur le tissu connectif, les cicatrices ont quand même une importance centrale. Donc, sur qu'est-ce que la cicatrice en contraction, lorsqu'elle guérit, lorsqu'elle se forme, finalement, va probablement tirer sur le système fibrillaire et pour avoir des impacts, évidemment, sur le 10-15 cm dont on parlait tout à l'heure. Dans les hypothèses, peut-être à d'autres endroits dans le corps, ça, c'est pas votre domaine. Mais selon vous, après une opération, une chirurgie, par exemple, quelque chose comme ça, à partir de combien de temps où est-ce qu'on peut travailler une cicatrice et pouvoir redonner sa flexibilité et sa sensibilité au tissu connectif? alors je pense qu'il faut travailler les tissus le plus tôt possible. Et il faut éviter peut-être les 2 ou 3 premiers jours parce que c'est extrêmement douloureux pour les patients hein, de bouger une cicatrice. Mais une fois que la période douloureuse, pénible est passée, je pense qu'on peut commencer, gentiment bien sûr, à travailler les tissus. Ça aide à faire disparaître l'œdème, ça permet de récupérer la souplesse, l'élasticité, ça permet au patient de mieux appréhender sa cicatrice, de ne pas en avoir peur. Donc, c'est tout bénéfice. Et je pense que raisonnablement, à partir du 3e ou 4e jour, on peut commencer à sortir le pansement et à travailler la cicatrice. Et est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui a eu une corrélation avec vos travaux, l'idée que les traumas physiques ou même psychologiques ont une répercussion toujours physique dans le tissu connectif et qu'il faut délier potentiellement le myofascia pour se libérer des traumas d'une personne? Est-ce que c'est quelque chose qui résonne avec vos travaux? Ou... Non, là, je ne peux pas. Là, je peux pas répondre à cette question. C'est comme tout à l'heure, si vous voulez, ça, non. Ce qui est sûr, c'est que c'est un peu ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que quand vous avez eu un traumatisme, quand vous avez eu une intervention chirurgicale, il est du devoir du thérapeute d'enseigner le patient à ne pas avoir peur. Ouais. L'encourager à bouger un peu les structures, l'encourager si vous voulez, à prendre le dessus sur le traumatisme et à gérer son évolution par lui-même et en accompagnement avec le thérapeute. Là, je pense que ça aide considérablement à la récupération. Maintenant, Excellent. sur le reste, je ne sais pas. Ben, je comprends très bien. Alors, je vais conclure en vous lançant, juste pour extraire le maximum de jus que je peux de M. Guimberteau en terminant, 2 petits points. Dites-moi, ça peut être très rapide. Si vous voulez élaborer, bien à vous, mais vous pouvez faire ça aussi vite que vous le voulez. Le professeur Michael Levin de l'Université de Tufts aux États-Unis est une des personnes qui travaille beaucoup sur l'aspect bioélectrique, en fait, la bioélectricité du corps humain dès sa genèse, comme de quoi que lorsqu'il y a un embryon qui vient au monde, en fait, dans l'embryologie, il y a quelque chose qui précède, donc qui est en amont, qui semble être une espèce de champ morphologique bioélectrique, donc on peut le voir, encore une fois, dans le vivant directement, et qui semble diriger les cellules. Est-ce que vous avez pris connaissance de ces travaux et est-ce que, selon vous, le tissu connectif est quelque chose qui est en lien avec ça ou c'est pas quelque chose sur lequel vous êtes tombé? Écoutez, je ne connais pas mon collègue là, donc je ne connais pas ses travaux, mais
je serais heureux de les connaître car c'est quelque chose que j'ai un peu abordé, timidement, certes, mais que j'ai un peu abordé. Et je pense qu'effectivement, il y a dans les groupements cellulaires que j'ai pu observer des informations qui passent. Il y a un comportement cellulaire, c'est-à-dire que les cellules ne sont pas là par hasard. Quand vous observez des cellules, vous pouvez avoir des formes surprenantes. Vous pouvez avoir, par exemple, une nappe de cellules avec 3 millions de cellules, par exemple. C'est un exemple. Hein. Et puis, brutalement, vous avez un rétrécissement. Les cellules sont rangées 3 par 3 ou 3, 4, 5. Et puis, ensuite, après cet entonnoir, elles repartent, mais de façon dissociée. Ce n'est plus un groupe, c'est quasiment 10, 15 par 20, c'est dissocié, des petits groupes. Donc, quand vous voyez ça, quand vous voyez des cellules qui sont le long des fibres, parfois 2, parfois 10, parfois occupant toute la fibre, vous vous interrogez sur ce comportement. C'est un comportement qui n'est pas gratuit, il a un sens. Et il m'est arrivé parfois de penser qu'il y aurait peut-être une conscience cellulaire. Mais bon, là, on rentre dans un domaine qui n'est plus du tout scientifique pour l'instant, qui est un domaine de l'hypothèse. Mais je vous avoue franchement que c'est quelque chose qui, parfois, devant certaines séquences enregistrées et que j'ai, et qui d'ailleurs sont sur le web, puisqu'il y a un site sur lequel vous pouvez trouver 1500 vidéos, qui est www.endovivo.com. Là, vous avez 1500 vidéos avec observation des fibres et en particulier des cellules. Et j'ai fait un film là-dessus qui s'appelle Des cellules et des hommes. Il y a un comportement cellulaire et peut-être que l'information se passe par justement des éléments de nature électrique ou quantique. Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Très fascinant. Évidemment, je vais mettre votre site web dans les notes de description du podcast, M. Guimberteau. Et je pense, je vous enverrai, j'essaierai de penser de vous envoyer les travaux de M. Levin. Donc, lui, il est en train de faire justement une science de ses hypothèses et c'est vraiment fascinant. Je suis sûr que vous allez adorer. Donc, en quelques instants, là, il voit que là, lui, il est capable de changer les signaux électromagnétiques à l'intérieur de certains embryons de formation de petits mammifères comme des petites mammifères amphibiens, là, j'oublie le nom rapidement. Et lorsqu'ils changent le signal électromagnétique, la forme résultante ensuite de ça des cellules va être, et leur fonction va être différenciée. Donc, c'est comme s'ils changent le blueprint, si on veut, le plan, oui. et les cellules vont aller s'adapter suite à ça. Et il est capable de finalement, sans travailler l'aspect biomoléculaire, en travaillant seulement l'aspect électromagnétique, d'avoir un impact sur la formation de la vie. Donc, c'est vraiment, vraiment fascinant. Oui, mais ça, je crois que c'est très intéressant. Et Monsieur Guimberteau, je vais vous dire encore une fois un immense merci d'avoir pris le temps d'être avec moi aujourd'hui en ce dimanche. C'était fantastique. Donc, le site EndoVivo est votre endroit principal pour vous suivre en ligne. Il y a le livre, encore une fois, je le remonte à l'écran ici, L'architecture du corps humain vivant de M. Guimberteau. J'invite tout le monde à acheter ça ici. Comme je disais, ça vient avec le DVD et dans ça, vous allez vraiment pouvoir... Alors, vous avez aussi, j'en profite, récemment, j'ai enregistré en français, mais aussi en anglais, 12 conférences qui expliquent grosso modo ma façon de voir les choses sur une plateforme qui s'appelle Invivox, I-N-V-I-V-O-X. OK. Et donc, on peut y avoir accès. Et là, pratiquement tout ce dont on vient de parler est abordé de façon iconographique et un peu plus scientifique.
Super. Donc, Monsieur Guimberteau, je vous invite en terminant à regarder la francophonie des gens du monde dans le franc des yeux et peut-être leur laisser une dernière impression. Et j'ai envie de vous inspirer, si vous le désirez, mais aller dans la direction que vous voulez, avec un peu peut-être à la cime en fait de votre carrière après toutes ces décennies de recherche et voilà et de travaux et d'expérience. Pour vous, peut-être un peu qu'est-ce que c'est finalement la vie? Et est-ce que si je vous mets le mot négantropie en tête, est-ce que ça vous inspire également quelque chose? Oui, bien sûr, mais est-ce que ça... Oui, la négantropie, ce sont les travaux de Prigogine, de Ilya Prigogine. C'est-à-dire que le deuxième principe de la thermodynamique, finalement, ne serait pas appliqué aux vivants. J'avoue que j'y ai été sensible à ça aussi, parce que quand vous voyez le mouvement des fibrilles qui se fait au dernier instant, instantanément, avec un mouvement parfaitement adapté, vous avez l'impression que c'est un mouvement qui se fait avec une économie d'énergie et qui finalement, s'il était dans une structure non fermée, serait un mouvement qui irait vers l'infini, puisqu'il ne semble pas qu'il y ait d'énergie dépensée. Donc, les travaux de Prigogine et les structures dissipatives m'ont intéressé dès le départ. J'en parle d'ailleurs dans mes conférences. Et la négantropie, effectivement, est le moyen en thermodynamique d'expliquer pourquoi il y a la vie. Maintenant, ça dépasse un peu quand même, je veux dire, mes compétences de chirurgien. Hein. Je ne peux pas être... voilà. Mais ça m'a intéressé. Ça m'a intéressé. Et en plus, dans les travaux de Prigogine, sur les structures dissipatives, il associe l'irréversibilité du mouvement. Or, les fibres elles-mêmes à l'intérieur du corps, quand elles font un mouvement pour obtenir le résultat, un résultat du mouvement qui soit M, lorsqu'elles reviennent à la position 0, elles ne vont pas forcément utiliser les mêmes mouvements. Ouais. Le mouvement sera peut-être différent parce que, bien évidemment, l'état périphérique a changé. C'est pour ça que parfois je dis le geste est unique. Vous voyez, je vous fais un geste là, je ne le referai plus de ma vie. Parce que même si j'ai envie, ça ne sera pas le même état. Mais ça, ce sont des discussions qui sont connues depuis très longtemps. Je pense même qu'il y a un grec, je crois que c'est Hémocrite, qui a dit on ne se baigne jamais dans la même rivière. Exact, exact. Ça fait Donc, du sens pour la vie aussi et pour les systèmes complexes. Et donc, voilà. notre rivière intérieure, ce tissu connectif, conjonctif, interstitiel, ne nous permettra jamais d'être dans la même posture, finalement, 2 fois de suite dans notre vie. Absolument. Tout à fait. Excellent. Ben, Monsieur Guimberteau, c'était vraiment, premièrement, un honneur. Deuxièmement, un privilège et un grand plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir et j'ai adoré le niveau de conversation entre l'hypothèse, l'opinion et l'aspect factuel de vos travaux. Donc, merci beaucoup pour Oui, ça. oui, oui. On essaie toujours de respecter. Si on veut avancer, il faut uniquement se baser sur les faits observés et, qui peuvent être répétés par d'autres collègues. Sinon, on est dans l'hypothèse, la théorie, c'est beau, c'est bien, ça fait parler, mais c'est faux. Ou c'est pas encore prouvé, disons. C'est pas encore faux, pas encore vrai. Exact. Et donc, j'adore ça parce que c'est vraiment le fun d'avoir quelqu'un qui peut aller sur ces niveaux-là. Donc, encore une fois, un grand merci. Donc, pour tout le monde, les notes, encore une fois, les 2 sites de M. Guimberteau seront dans les descriptions. Et ben, je veux vous dire merci pour votre service. Donc, encore une fois, votre moustache est fantastique et je vous laisse retourner en tant que mousquetaire du tissu vivant collectif. C'est mon baptême que j'ai fait pour vous aujourd'hui. J'espère que vous me pardonnerez un jour. Donc, je vous invite à rester en ligne un instant. Je vais terminer l'enregistrement et je dis à tous nos auditeurs d'aujourd'hui, merci d'avoir été là profondément. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Ma prétention n'est pas de vous donner la vérité, bien sûr, c'est de vous inspirer dans vos recherches pour explorer un peu plus loin de votre côté. Et évidemment,
si vous voulez changer le monde. Donc, moi, qu'est-ce que je dis ici? Donc, le monde ne peut pas changer à l'extérieur en premier. Il faut se changer de l'intérieur en premier. Donc, pour terminer, change-toi et ensuite, change le monde. Merci beaucoup, M. Guimberteau. Bonne fin de Au journée. revoir. Au revoir.